Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver dans mon petit studio extérieur. Il fait -8 ce matin, donc c'est quand même un peu frisqué. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler de l'iPhone 14 Pro Max. Alors cet iPhone, je l'ai déjà depuis quelques mois. J'ai attendu d'avoir vraiment une idée complète de ses possibilités pour vous présenter ce test. Attention, ce n'est pas un test complet sur l'iPhone 14 Pro Max. Je n'ai pas la prétention d'avoir les connaissances pour vous expliquer absolument toutes les arcanes et toutes les possibilités qu'offre ce smartphone. Je ne joue pas avec, je l'utilise simplement comme terminal de communication. Et puis surtout, je fais des images avec, de la photo et de la vidéo. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je vais vous présenter. Allez, c'est parti pour le test. Alors j'ai été vraiment impressionné par la qualité des images que l'on peut produire avec ce smartphone, en particulier lorsqu'il y a vraiment de la belle lumière. Vous allez le voir, on va ensemble examiner point par point en photo et en vidéo ce que cela peut donner. Mais d'ores et déjà, je peux vous affirmer que vous ne serez pas déçus par la qualité et la possibilité même de travailler avec un smartphone tel que le iPhone 14 Pro Max. Alors, un des points les plus importants, bien sûr, c'est le poids et l'encombrement. Vous voyez que deux sets de tournage, un avec l'iPhone 14 Pro Max et le Mobile 6, et puis le Z9 et le Ronin SC, on n'est pas dans la même catégorie. Il va sans dire qu'on ne peut pas tout faire avec un iPhone 14 Pro. Ça, par exemple, il n'est pas capable de le faire. Pas plus que les images que vous allez voir défiler sous vos yeux. On ne peut pas réaliser absolument tout avec un smartphone. Mais on va voir quand même qu'on peut faire pas mal de choses. Alors passons très vite sur les caractéristiques physiques de l'appareil, avec à la fois les dimensions, le poids, l'encombrement, mais aussi bien sûr ce qui nous intéresse au premier chef, les caractéristiques de l'appareil photo avec 3 optiques différentes, et puis bien sûr tous les enregistrements vidéo possibles avec un certain nombre de codecs d'images par seconde. Vous allez voir que c'est assez complet. Commençons par nous intéresser à la partie photo. Alors quelques précisions. D'abord, vous pouvez enregistrer de différentes façons dans Réglages. Vous allez chercher appareil photo et vous allez voir que vous pouvez sélectionner un certain nombre de choses. Dans un premier temps, vous pouvez effectivement sélectionner soit la haute efficacité, soit le plus compatible. Ça a comme conséquence de choisir 2 types de fichiers. Pour le plus compatible, il s'agit du classique JPEG et pour la plus haute efficacité, c'est le HEIC. C'est ce que j'ai choisi pour avoir la plus grande efficacité. Alors le HEIC, c'est quoi? C'est le High Efficiency Image Container. C'est une variante du HEIF, hein, c'est à peu près la même chose. C'est quoi? C'est du JPEG amélioré. On va dire que c'est un petit peu meilleur en qualité et ça prend encore un petit peu moins de place. Si vous voulez simplement du JPEG classique, ce qui peut être plus pratique parfois pour transmettre un peu ces images, eh bien c'est le plus compatible. Alors maintenant on va reprendre un petit peu les différentes focales qu'on peut avoir à notre disposition avec cet iPhone 14 Pro Max. La première, c'est bien sûr le 14 mm, le super grand angle, ce qu'on appelle le x 0,5 dans le langage Apple. C'est ce que j'ai là à l'écran. Vous allez voir que c'est une focale qui est quand même de qualité tout à fait correcte. Là aussi, on a progressé par rapport au modèle précédent, hein, que ce soit le 13 ou encore plus le 12 et le 11, bien sûr. Et on a une image, somme toute, vraiment tout à fait acceptable. Elle est prête à l'emploi, cette image, hein. On ne va pas pouvoir beaucoup travailler dessus. Toutes les HEIC, c'est vraiment des images qui sont faites pour être consommées, je dirais, telles quelles. La deuxième qui est le x1, donc l'équivalent d'un 24 mm en 24-36, c'est celle qui présente la meilleure qualité. Alors là aussi, on a la possibilité dans Réglages d'aller choisir l'Apple ProRAW, qui est le fichier le plus performant sur l'iPhone. On peut même sélectionner 12 ou 48 millions de pixels. Bon, perso, moi je vois pas trop l'intérêt d'un 12 millions. Si on est sur de l'Apple ProRAW, autant choisir le maximum de définition. J'y reviendrai de toute façon après la présentation des différentes focales. Donc 24 mm, bon là vous voyez quand même on a quelque chose qui est bien, hein. Toutes les sapins sont vraiment bien définis. Le Mont Blanc au fond, on arrive quand même à distinguer un petit peu plus
ce qui se passe aussi. La neige au premier plan est vraiment très belle. Le rendu un petit peu du grain de la neige est vraiment très bon là aussi. Alors, on va continuer de monter un petit peu sur les objectifs et les focales. Alors, on a quelque chose d'un petit peu particulier cette année. C'est pas un autre objectif, c'est pas physiquement quelque chose de différent. Ce x2, en fait, le x2, c'est l'équivalent d'un 48 mm, 24x2, mais ce n'est qu'un crop dans le 24 mm. En fait, le x1 prend l'entièreté, la totalité du capteur, le x2 en prend qu'une partie. Néanmoins, moi je trouve que c'est plutôt pas mal réussi si j'agrandis un peu. Alors c'est moins défini, hein. Vous voyez, les sapins sont quand même moins nets que dans la version précédente à 24 mm, mais c'est plutôt assez bien réussi et je dirais que la démarche logicielle d'Apple est intéressante. Ça permet d'avoir une autre focale, tout simplement, de varier les plans très rapidement et ma foi on croppe un petit peu dans un capteur, mais je dirais que la composition logicielle de l'image est plutôt réussie. On a ensuite l'équivalent d'un 77 mm, donc typiquement l'image de portrait. Donc là, c'est le troisième objectif, la troisième focale physique, on va dire. Je trouve ça plutôt pas trop mal. C'est tout à fait dans la lignée du x2. Par contre, on n'est pas tout à fait au niveau du x1. Je vous le remets, le x1. Voilà, et là vous voyez qu'on a quand même, je trouve, une définition, une précision qui est un petit peu supérieure. Bon, il faut le savoir, ça fait partie des choses, là je suis repassé sur le 77 mm, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Si on veut vraiment le max de qualité, il faut rester sur le x1 et encore plus sur l'Apple ProRAW qu'on verra tout à l'heure. Ceci étant, normalement on devrait s'arrêter là et je ne m'arrête pas là puisque j'ai aussi testé, pareil, l'interpolation logicielle d'Apple parce que je les trouve plutôt bien faites. Alors dans un premier temps sur un x5, donc voici le x5, ça fait donc l'équivalent d'un 140 mm on va dire et là j'ai été assez surpris parce que la qualité est vraiment tout à fait au niveau du x3 et du x2. Donc c'est quand même sympa d'avoir ce x5. C'est un des reproches que je pouvais faire à l'iPhone 14 Pro Max, c'est de ne pas avoir un téléobjectif plus grand. Et bien là, le x5 avec cette interpolation logicielle, eh bien il est pratiquement du niveau du x3, du x2. C'est quand même sympa et ça peut quand même dépanner aussi. Alors, ce n'est pas la focale la plus longue que l'on peut choisir, puisqu'on peut aller jusqu'à x15. Donc, voilà le x15. Là aussi, c'est le logiciel interne qui va recomposer l'image à travers un crop assez important. Et là, par contre, pour le coup, pour moi, c'est du sauvetage et de l'anecdote. On est sur quelque chose qui ressemble à un iPhone, je ne sais même pas quel numéro, mais il y a bien longtemps. Et donc, non, ça, c'est pour le souvenir. Ou si on veut vraiment aller détailler un petit bout d'une image et puis se dire ah oui, est-ce que là-bas il y avait quelqu'un, etc. Bon, bref, c'est anecdotique pour moi, c'est pas un rendu qualitatif. Voilà donc les différentes focales que l'on peut avoir. Je vous donne quelques exemples également de photos que j'ai réalisées au cours de ces quelques semaines pour que vous ayez un peu plus une idée de ce qu'on peut produire avec cet iPhone. Alors comparons maintenant deux fichiers, un HEIC et un Apple ProRAW qui est traduit en DNG par Lightroom. Alors il y a déjà effectivement une première interprétation de la part d'Adobe sous Lightroom du fichier RAW de Apple. Mais bon, on va s'en contenter pour l'instant, même si on peut par certains truchements aller chercher le fichier d'origine. Mais déjà ça va nous donner un petit peu un ordre d'idée. Alors la première chose qu'on va constater, qui saute vraiment aux yeux quand on a un écran un petit peu grand, non pas simplement un smartphone, c'est la douceur et les détails qu'il y a dans le fichier DNG. Si j'agrandis un petit peu l'image, même fortement, alors là je l'ai agrandi d'un côté à 200% et de l'autre côté à 100%, parce que bien sûr les fichiers ne font pas la même taille, et si je veux avoir une image qui soit du même agrandissement, eh bien il faut que j'agrandisse plus d'un côté que de l'autre. Alors si on met tout à l'échelle, on voit immédiatement que
le fichier HEIC devient un petit peu brouillon, ça manque de précision. Vous voyez le tapis de feuilles par exemple, on distingue presque plus la différence entre les feuilles. Et puis il y a aussi une sorte de dureté, quelque chose qui est très numérique. On le voit par exemple là sur les poignées du vélo, alors que sur le fichier DNG, c'est vraiment très fin, très doux, tout en étant détaillé. Donc c'est vraiment beaucoup plus photographique que sur le fichier HEIC. La colorimétrie est aussi un petit peu différente. On a quelque chose qui est plus brutal, plus tranché sur l'HEIC, quelque chose qui est plus doux et plus nuancé sur le DNG. Également, bien sûr, si on passe en mode développement, on va avoir beaucoup plus de réserve, à la fois en dynamique, on va pouvoir remonter un petit peu les ombres sans trop de bruit et diminuer un petit peu les hautes lumières sur le DNG, beaucoup plus que sur le HEIC. Donc bon, c'est logique, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Si vous avez besoin d'une utilisation un tout petit peu professionnelle pour de la photo, le fichier ProRAW de chez Apple vous permet vraiment de traiter ces images, de post-traiter les images et de vraiment apporter votre patte un petit peu et d'aller assez loin dans les traitements. On va le voir tout de suite dans l'exemple qui suit. Un deuxième exemple, toujours pour comparer ces deux types de fichiers, où on voit bien que la photo prise en HEIC est vraiment une photo prête à l'emploi. On a un petit traitement HDR, vous voyez que le premier plan est éclairci, et par contre aussi on agrandit l'image. On va vraiment s'apercevoir que le traitement logiciel en HEIC ou éventuellement en JPEG a tendance un petit peu à noyer les détails les plus fins, alors que en Apple RAW, traduit en DNG, je vous le répète, par Adobe, ça reste quand même très très doux, très précis, c'est vraiment photographique, on a quelque chose qui est vraiment très agréable à travailler et très respectueux des structures, des images, des carnations. Là on est au 24 mm, le x1, donc la meilleure définition et la meilleure qualité possible. Est-ce que ce x3 qui ne m'a pas totalement séduit peut être un peu rattrapé avec ce fichier Apple RAW? On regarde ça tout de suite. Dans ce nouvel exemple, je suis à 9 mm, le x3, l'équivalent 77 mm en 24-36, et à gauche toujours en HEIC et à droite en DNG. Donc j'agrandis assez fortement pour voir un petit peu si ce DNG rattrape un peu la faiblesse relative de ce x3. Un petit peu, mais c'est quand même beaucoup moins net que quand on utilise le x1, le 24 mm. Donc c'est un petit peu meilleur, mais bon, je ne suis pas certain que ça vaille le coup, d'autant que les fichiers, les poids de fichiers sont quand même considérables. On multiplie par presque 20, on est à 1,58 mégas sur le x3 HEIC et on est à 21 mégas sur donc, le DNG. Je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure, mais vous l'avez peut-être regardé dans les métadonnées. Sur le 24 mm en 48 millions de pixels en DNG sous Lightroom, on arrive parfois à plus de 100 mégaoctets, donc les fichiers sont quand même très très lourds. Donc là, la conclusion, c'est que si vous voulez faire de la photo de très haute qualité, c'est le 24 mm, le x1, et bien sûr avec l'Apple Pro RAW, que vous allez pouvoir vraiment post-traiter à loisir, pratiquement comme un vrai boîtier photo, si je puis dire. Alors il y a aussi un mode intéressant qui progresse d'année en année dans cet iPhone 14 Pro Max, c'est le mode portrait. Alors le mode portrait, on va voir, on peut le prendre à focale une fois, deux fois ou trois fois, et on va voir l'exemple à une fois et à trois fois. À ma gauche, donc, j'ai la focale une fois en mode normal, photo normale, et à ma droite, ici, j'ai donc le mode portrait. Vous voyez que le détourage progresse vraiment, les algorithmes font plutôt bien leur travail. On a un arrière-plan qui est flouté, qui met en valeur le premier plan, c'est plutôt sympathique. Et dans cette photo-là, je dois avouer que je suis plutôt satisfait du résultat. Voyons voir maintenant avec la focale trois fois ce qui se passe.
Voici la focale 3x, donc l'équivalent d'un 77 mm. On a vraiment un arrière-plan qui est extrêmement fondu, un bokeh, un flou d'arrière-plan qui est plutôt agréable. Le détourage est bon, surtout sur la silhouette de droite qui est au premier plan. Le deuxième garçon est un petit peu plus loin et on voit que il est un petit peu plus flou et l'arrière-plan est lui totalement flou. Le détourage est plutôt bon, même au niveau des cheveux qui dépassent un petit peu du casque, là c'est bien. Les petites ailes de dragon aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un progrès notable, même par rapport au 13. Le 14, l'algorithme de l'iPhone 14 est un petit peu supérieur, donc c'est vraiment encourageant. Mais d'ores et déjà, on peut utiliser ce mode de portrait sans arrière-pensée. On peut l'utiliser dans un tas de fonctions, pas simplement du portrait, mais aussi sur des objets, tout ce que l'on veut mettre en valeur, en fondant un petit peu l'arrière-plan et en ayant un premier plan beaucoup plus mis en relief. Dernier petit point que je voulais vous montrer aussi, parce que ça peut dépanner dans certains cas, et ça marche là aussi plutôt pas mal, c'est le proxy. Alors en fait, plutôt que de proxy, il faut vraiment parler de macro, puisque là j'ai trois focales différentes, le 0,5, le 1 fois et le 3 fois, et voyez que sur la dernière, la 3 fois, on a vraiment quelque chose qui ressemble à de la macro, avec une précision relativement bonne, et une distance de mise au point qui est vraiment très très proche, ce qui permet d'avoir déjà beaucoup de détails dans la photo. Alors pour la vidéo, on retrouve les mêmes focales possibles que pour la photo, à savoir 0,5, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ensuite les crops numériques. Mais si on veut la meilleure qualité, bien sûr, c'est le focal 1 fois qui est vraiment superlative, à tel point que je me suis surpris sur mes dernières réalisations à utiliser beaucoup cet iPhone 14 Pro, parce que d'abord il est très léger, et on va le voir également, il a une autre qualité remarquable, c'est sa stabilisation. Pour l'instant, on va détailler un petit peu tout ça, à la fois au niveau des focales utilisées, et puis aussi sur ce mode non pas portrait, mais cinématique, puisque c'est ainsi qu'Apple l'appelle, ce mode qui permet de flouter un petit peu l'arrière-plan. Allez, on a là un exemple typique de ce que l'on peut avoir en situation de reportage, en portrait, en mode, en mariage. Donc là, je filme avec l'objectif standard, hein, le 1 fois, le 24 mm avec l'iPhone. Et on va voir un petit peu, en montant les longueurs focales, si on peut arriver à avoir un rendu vraiment intéressant. Alors, première option que nous propose l'iPhone, et c'est plutôt réussi cette année, c'est le mode cinématique, alors cinématographique. Là, j'ai une biche qui est en train de se barrer. Non, c'était un chevreuil. Alors, première option que nous propose l'iPhone, c'est l'option mode cinématique. Alors, cinématographique, s'il vous plaît. Soyons français, les anglicismes, il y en a marre. Mais enfin, en tout cas, le résultat est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a parfois un petit peu des détourages qui sont curieux. Mais en l'occurrence, là, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et on a déjà un rendu, une image qui est, à mon sens, plutôt jolie et exploitable. Deuxième façon de faire, en utilisant le zoom 3 fois, équivalent 77 mm. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est assez sympa, mais l'arrière-plan est quand même assez peu flouté. Il faut vraiment que je me rapproche beaucoup plus, voilà, pour avoir déjà une approche un petit peu plus, on va dire, cinématographique, un arrière-plan qui se floute un poil. Bon, c'est pas énorme. Vous allez voir qu'on peut aussi utiliser le mode cinématique, que j'aime pas ce mot, en utilisant la focale 3 fois. Voilà, là je suis avec l'objectif 3 fois, l'équivalent 77 mm. Et vous voyez quand même là, on a quelque chose qui, moi, me parle. Faire une image de ce type-là avec un iPhone, j'en rêvais. Il y a quelques années, c'était pas possible. Et là, on a vraiment un rendu d'image superbe. Voyons voir ce que le Nikon Z6 peut nous proposer dans les mêmes conditions. Allez, on commence avec un 24 mm, c'est extrait du 1430 f4S de la série Z. Vous voyez que c'est une image qui est très propre. Bon, s'il ne présente pas non plus de caractéristiques spécifiques très intéressantes et très différentes de ce qu'on peut avoir avec l'iPhone.
Allez, me voilà de retour avec le Z6 et le 85.1.8 à pleine ouverture, bien sûr, à 1.8. J'ai activé les stabilisations à la fois du capteur mécanique et le VR. Vous voyez que bon, il ne faut pas trop se déplacer parce que là, avec un 85 mm, on a assez rapidement des mouvements qui ne sont pas très beaux. Mais si on reste sur des images un petit peu travaillées, un petit peu statiques, on a quand même une très belles images. Alors à vous de me dire un peu ce que vous préférez entre l'iPhone avec son mode cinématique et ce Z6 avec simplement la compression du plan liée au 85 mm et bien sûr avec le bokeh, le flou d'arrière-plan qui est quand même très beau. Et encore, j'ai pas conservé pour l'instant le 50 1.2 que j'adore, mais là on a déjà quelque chose qui est vraiment sympa. Alors si on met les deux côte à côte, le Z6 et le 85 gardent l'avantage à mes yeux, à la fois parce qu'il n'y a pas ce petit problème de détourage pas tout à fait encore parfait sur l'iPhone, mais aussi sur le bokeh et sur la carnation. La peau est quand même encore plus belle sur le Nikon Z6 II. C'est heureux parce qu'il y a quand même un rapport de 1 à 2 au niveau des prix, 1005, 1006 sur l'iPhone 14 Pro Max et 3000 avec le Z6 plus son 85. Mais l'iPhone a aussi un énorme atout à faire valoir en plus, c'est sa stabilisation. Il y a deux niveaux de stabilisation. La première, c'est stabilisation améliorée que l'on cherche dans Réglages, et puis ensuite le mode action. Pour l'instant, j'ai juste la stabilisation améliorée, avec un petit contre-jour où on voit bien les flares d'ailleurs de l'iPhone, mais vous voyez quand même que c'est vraiment très stable. Toujours par comparaison, voici le Z6 à la même focale, 24 mm, avec la stabilisation du capteur activée. Vous voyez quand même que ça bouge beaucoup plus, il va falloir mettre un gimbal pour avoir une image exploitable. Mais si on pousse l'expérience un petit peu plus loin et qu'on utilise le viseur 3 fois sur le 14 Pro Max, on s'aperçoit quand même que ça bouge un petit peu trop et qu'il va falloir utiliser un stabilisateur comme le Mobile 6 par exemple, on verra tout à l'heure. Alors qu'en est-il maintenant sur le Z6 avec la même focale ? Là, définitivement, il faut utiliser un gimbal pour stabiliser l'image. Ça saute vraiment dans tous les sens. C'est pas exploitable du tout comme ça. Alors pour vous montrer quand même qu'on peut travailler avec ces deux combos, l'iPhone 14 Pro Max avec le DJI Osmo Mobile 6, vous voyez que même avec l'Optix 3 fois, c'est vraiment très acceptable. L'image est stable, elle est belle. Et puis même chose avec le Z6, le 85 et le Ronin SC. Alors là, on est encore sur un autre niveau. Moi, préfère encore ce combo qui est certes beaucoup plus cher, mais là vraiment très qualitatif. Mais il y a quand même un moment où l'iPhone garde une vraie supériorité pour tous ceux qui, comme moi, réalisent des films dans des conditions un petit peu sportives. C'est vraiment cette légèreté, cette capacité à avoir une bonne stabilisation, y compris quand on bouge, quand on glisse, quand on se déplace. Vous voyez que là, pour réaliser ce plan séquence avec un Z6 plus un Ronin SC, enfin bref, tout un tas de matériel, ça aurait été vraiment très difficile. Alors qu'avec l'iPhone, c'est quand même un plan tout à fait sympa, que je vais utiliser dans mes films et que j'ai réalisé sans aucune difficulté. C'est vraiment super important pour ceux qui bossent avec leur matériel. Quelques images pour vous parler du mode action. Ce mode action, c'est le deuxième niveau de stabilisation. Autant j'ai été séduit par la stabilisation améliorée, accessible dans Réglages, autant le mode action ne m'a pas apporté une stabilisation vraiment supérieure et je préférais à chaque fois passer sur le Mobile 6. Alors certes, là je suis en ski, c'est déjà assez stable, mais même dans d'autres mouvements, ça n'a pas été extraordinaire. Alors dans le monde professionnel, on est souvent amené à utiliser un codec particulier qui s'appelle le ProRes, voire même parfois le ProRes RAW. En l'occurrence, là, on peut avoir le ProRes en vidéo avec l'iPhone 14. Mais avec quand même une limitation très importante, c'est l'exportation qui doit se faire par la fiche Lightning, qui a un débit extrêmement faible, ou en drop quand on a vraiment des toutes petites séquences, mais ça reste vraiment très difficile à exporter, parce que ces fichiers, bien sûr, sont extrêmement volumineux. Je vous mets à l'image une comparaison entre le fichier normal et le fichier donc ProRes. Vous allez voir que en ProRes, on est un petit peu plus défini. On a surtout aussi beaucoup plus de latitude pour ensuite traiter l'image avec l'ordinateur, avec le logiciel adéquat, parce que bien souvent sur Final Cut, la différence n'est pas forcément excessivement importante. Par contre, dans DaVinci Resolve, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup plus de latitude de réglage, en particulier le travail des hautes lumières et basses lumières.
Mais pour autant, ce ProRes sur cet iPhone 14 Pro ne m'a pas transporté non plus. C'est quelque chose qui est un petit peu meilleur en définition en piqué et, je vous l'ai dit, en post-traitement. Mais je ne pense pas que ça puisse ni rivaliser avec des boîtiers plus professionnels, ni même valoir le coup, dans la grande majorité des cas, d'utiliser ce format aussi lourd et aussi difficile à exporter. Autre déception avec cet iPhone 14 Pro Max, c'est l'enregistrement d'images en basse luminosité. Le mode automatique fait que les ISO montent assez rapidement et on a une dégradation importante de l'image avec du bruit qui apparaît, en particulier dans les ombres. Même les couleurs sont un petit peu désaturées, elles bavent un petit peu. Et alors si en plus on essaye d'utiliser le zoom x2 ou x3, alors là ça devient encore plus catastrophique. La seule vraie parade que j'ai trouvée, c'est utiliser l'Osmo Mobile 6 avec son application Mimo. Et là, je peux passer en manuel et maîtriser la montée en ISO, quitte à assombrir un petit peu la scène, mais au moins avoir un résultat plus conforme à ce que j'attends. Autre point qui me chagrine avec cet iPhone 14, comme d'ailleurs avec les précédents, c'est la relative faiblesse de la caméra avant par rapport aux caméras arrière. Il y a vraiment une différence de qualité importante, ce qui est toujours un peu embêtant quand on veut faire un facecam et qu'on veut mélanger ces images avec d'autres images qu'on réalise avec les autres optiques. Bon, c'est une faiblesse chronique et j'espère que ça sera corrigé dans les prochaines version. Alors, autre point très positif, celui-ci, c'est que cet iPhone 14 Pro est classé IP68 selon la norme IEC 60529. Ça vous dit rien, mais par contre, si je vous dis qu'il peut être immergé à 6 mètres pendant 30 minutes, là, ça va peut-être plus vous parler. Et véritablement, pour avoir fait quelques essais dans des conditions périlleuses, il résiste parfaitement bien. Alors, comment ne pas terminer ce test déjà trop long sans parler de la qualité de l'écran? Il est vraiment remarquable, cet écran. Il est encore plus lumineux que les versions précédentes, très défini, très fluide. Bref, là, on touche à la perfection. Alors en conclusion, est-ce que je vous recommanderais d'acheter un appareil comme celui-ci? C'est très cher, 1700 € à peu près pour la version 256 Go. Même si les opérateurs font des efforts importants, j'ai pu avoir une réduction conséquente, de l'ordre de 6 à 700 € sur le prix du smartphone. Et puis également, ce qui se fait de plus en plus, c'est la reprise de votre ancien matériel Apple. Moi, c'était un iPhone 11 normal, qui a été repris après 3 ans et demi d'utilisation à plus de 300 €, c'est-à-dire à peu près la moitié de la valeur que je l'avais acheté. Donc, bon an, mal an, avec la reprise et également la diminution du prix d'origine, je pense que réellement c'est un smartphone que je pourrais vous recommander. Voilà les amis, j'espère que ce test vous aura apporté quelques lumières sur l'utilisation en photo et en vidéo de l'iPhone 14 Pro. Et puis, bien sûr, je vous dis à très vite pour de nouveaux tests. Ciao!